Cette émission est enregistrée au Café Oui, mais non. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui Maestro Lavigueur. Louis Lavigueur, vous êtes chef d'orchestre et chef de chœur au Conservatoire de musique de Montréal. Grand pédagogue, vous y enseignez l'initiation à la direction et la direction chorale. Vous êtes directeur artistique et chef de l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et de l'ensemble Symphonia. En tant que chef de chœur, vous dirigez l'ensemble Polymnie et le chœur polyphonique de Montréal. Vous avez été nommé personnalité de la semaine La Presse Radio-Canada en mars 2011 et vous avez été décoré de l'Ordre national du Québec. Maestro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, je vous pose la question, de qui êtes-vous le contemporain? Quand vous m'avez posé la question la toute première fois, je me suis dit, bon, comment puis-je répondre à une question comme celle-là, puisqu'il y a tellement de gens qui gravitent, ou du moins je gravite dans l'orbite de tellement de gens. La réponse qui m'est venue, je pense, le plus rapidement possible, ça a été Gustav Mahler. Et pourquoi Gustav Mahler? Parce que il s'agit d'un compositeur allemand, viennois, en fait, autrichien, qui est mort en 1911, mais qui a eu la particularité d'être à la fois un immense compositeur qui a marqué non seulement son temps, mais qui a été remis, ou du moins qui a été découvert par le public en général aux alentours des années 60, 70, entre autres par le biais d'un film qui a marqué, Mort à Venise, où on a découvert cette musique absolument fascinante de Mahler, mais qui est également un chef d'orchestre reconnu. Et puisque je suis chef d'orchestre, tout de suite, je me suis reconnu dans ce métier. Je ne suis pas compositeur, loin de là, et je n'ai aucune ambition de le devenir. Mais le travail que Mahler a fait en tant que chef d'orchestre, autant à l'Opéra de Vienne que, parce qu'il a dirigé à New York également pendant longtemps, l'Orchestre Philharmonique de New York, et le lien qu'il faisait avec ses propres compositeurs et son travail de compositeur m'a beaucoup fasciné, d'une part, inspiré également, et puis j'ai bien étudié à la fois ses œuvres, mais aussi sa façon de travailler, autant ses œuvres à lui avec orchestre ou avec des œuvres d'autres compositeurs, bien sûr, qu'il était appelé à diriger. Ce qui caractérise l'œuvre de Mahler, est-ce qu'on peut parler de la dimension orchestrale, de l'originalité aussi de sa musique? Chaque compositeur a une marque de commerce, a une personnalité bien différente. On identifie déjà, quand c'est un compositeur de haut niveau, on entend quelques mesures et tout de suite, c'est comme une signature. On reconnaît l'écriture, on entend quelques mesures d'un compositeur, on sait tout de suite qu'il s'agit de Mozart, de Ravel, de Bach, de Shostakovich, etc. C'est la même chose avec Mahler. Mahler, ce qui est fascinant chez Mahler, oui, c'est son écriture pour orchestre. Oui, il y a de très grands orchestrateurs dans l'histoire de la musique. Un des premiers orchestrateurs modernes, c'est Rimsky-Korsakov, qui a enseigné à Stravinsky. Si Stravinsky fascine aujourd'hui les oreilles de tout un univers, c'est parce qu'il a étudié d'abord avec Rimsky-Korsakov. Mais Mahler, puisqu'il était chef d'orchestre, connaissait très bien qu'est-ce qu'on pouvait demander à un instrumentiste, qu'est-ce qu'on ne devait pas demander à un instrumentiste. C'est important pour un chef de non pas connaître les limites, mais de savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être exigées d'un instrumentiste ou d'un groupe d'instrumentistes. Ce qu'on aperçoit dans les partitions de Mahler, ce sont toutes les indications, et c'est le seul à faire ça. Un compositeur va indiquer dans ses partitions des nuances, des tempi ou des vitesses de déroulement, etc., et guère plus. Alors que Mahler indique très précisément, à tel endroit, surtout ne pas ralentir. Ou à tel endroit, ici, il faut accélérer. À tel endroit, il faut qu'il y ait une pause de
X secondes. Les précisions sont extrêmement C'est détaillées. intéressant pour vous aussi, comme chef Absolument. d'orchestre, de travailler les œuvres Absolument. de Mahler. Ça ajoute... Oui, parce que non seulement on découvre la pensée de l'auteur, mais on découvre la pensée d'un auteur qui sait très bien le matériel avec lequel il a travaillé. Bien qu'il soit d'origine juive, il a été très influencé, très marqué par le mysticisme catholique. Oui. Enfant, là, ça a vraiment une fascination. Ça transparaît beaucoup dans sa musique. Bien, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans sa culture. Hein? Ouais. On est tous, oui, une formule génétique jusqu'à un certain point, mais après ça, le milieu dans lequel on est élevé, dans lequel on vit, nous influence Bien et sûr. nous amène à créer notre propre personnalité. Mahler est né dans un tout petit village, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la République tchèque, qui s'appelle Iglau. Il faisait partie d'une minorité, bien sûr, juive. Il y avait à ce moment-là, malheureusement, un antisémitisme qui était quand même assez prévalent dans toute la société de l'époque. Mais dont il a pu être un petit peu protégé compte tenu de la petitesse du village dans lequel il était. Il faut dire que pour obtenir le poste de directeur de l'Opéra de Vienne, il a fallu qu'il se convertisse, bien sûr, parce qu'on n'aurait pas pu imaginer un juif à la tête d'un orchestre de Vienne. Mais ça, c'est une autre histoire un peu sombre, mais bon. Et son père était cabaretier, il tenait un café, il tenait un bar. Constamment, il y avait de la musique de bar qui se jouait. Alors, on entend ça dans sa propre musique plus tard. Il était beaucoup plus intéressé par la musique qui se chantait dans une église catholique, bien sûr, que la musique qui se chantait à la synagogue. C'est un phénomène à la fois étrange, ambivalent. Il a vécu à l'époque de Freud. Il a consulté Freud, d'ailleurs. Il côtoyait aussi beaucoup d'artistes c'était une éminents, époque, des poètes, Gustav Klimt. C'était une époque extraordinaire. C'est un berceau culturel, Vienne, de cette époque. Entre les années 1880 et 1900, c'était tout ce que l'Europe connaissait d'artistes dans tous les domaines. C'était à Vienne. Ouais. Ensuite, le pôle s'est déplacé vers Paris, hein, dans les années 1900 jusqu'à la Première Guerre, 1914. Mais la capitale culturelle de l'Europe, à la fin du 19e, ça se passait à Vienne. L'architecture, la peinture, on pense à Klimt, par exemple. On pense à l'architecture avec Gropius, le Bauhaus. Mahler, bien sûr. Freud, la psychanalyse. Stefan Zweig, au niveau de la littérature. C'est effarant ce qui se passait à Vienne à cette époque-là. C'est incroyable. On dit aussi de Mahler qu'il a beaucoup mêlé sa vie personnelle et professionnelle. Est-ce que ça transparaît, ça aussi, dans sa musique? C'était un être torturé. C'est ça. C'était un être torturé justement parce qu'il vivait une double identité dont la première, qui était ses antécédents juifs, devait être camouflé pour réussir dans son domaine, d'une part. Il a eu une vie conjugale assez complexe. Il a épousé la femme la plus célèbre à Vienne à cette époque-là, qui ne s'est pas gênée pour avoir de nombreux autres amants, parmi des gens extrêmement célèbres, dont Gropius, par exemple, dont il a eu un enfant. Sa musique est très torturée. Je pense qu'il anticipait des choses. Il avait une sensibilité qui faisait qu'il prévoyait des choses. Je ne suis pas le seul à croire qu'il ait anticipé la catastrophe de la guerre de 14. Il y a, dans la plupart de ses œuvres symphoniques, il y a toujours ce qu'on appelle, nous les musiciens, au terme technique, on appelle ça une percée. C'est-à-dire que la musique se développe, le langage devient très complexe et à un moment donné, il y a une explosion. Parce qu'on ne peut plus aller plus loin et il faut que, quelque part, ça pète. Et est-ce que Mahler est un compositeur que vous travaillez beaucoup avec vos orchestres? Les exigences de la formation des œuvres de Mahler sont énormes. Ça prend des orchestres de 100, 120 musiciens pour jouer ces œuvres-là. Alors ça, c'est un peu moins courant. Alors la dernière fois que j'ai fait une symphonie de Mahler, c'était pour fêter mes 25 ans à la tête de l'OSJM. C'était les 30 ans, c'était les 35 ans de l'OSJM. On fête bientôt les 40 ans. Et j'avais fait la deuxième de Mahler, justement, à la Place des Arts.
Mais à ce moment-là, j'avais réuni 2 de mes orchestres, Symphonial, l'Orchestre des Jeunes, donc on était 130 sur la scène. J'avais 4 de mes chœurs, il y avait 200 choristes. Alors, ça prend des effectifs aussi nombreux que ça pour réaliser ces œuvres. Alors, c'est pas tous les jours qu'on peut se le permettre, vous comprendrez. Et est-ce que vous l'enseignez? Vous disiez, bon, que c'était un chef d'orchestre célèbre là, en son temps, qu'on peut peut-être s'en inspirer encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr, on n'a pas de documents visuels. Évidemment. Exactement. Ouais. Et on n'a pas même de documents audio. On n'a pas d'enregistrement de Mahler dirigeant une œuvre en tant que telle. Sauf qu'il a laissé énormément de notes et de précision dans ses propres partitions, soit à l'Opéra de Vienne ou même à l'Orchestre Philharmonique de New York, qu'il a dirigé pendant quelques années, qu'on peut... Et puis, bien sûr, tout ce qu'il a écrit, à même ses œuvres, donc, on peut très facilement se servir de ces informations-là pour... Et la recherche est tellement poussée maintenant que le biographe de Mahler, qui s'appelle Henri-Louis de Lagrange, qui est un Français, a écrit l'œuvre définitive, et ce sont 3 volumes d'environ 1200 pages chacun. On suit Mahler à peu près au jour le jour, presque à la minute près de son existence, tellement c'est fouillé, Alors oui, je me sers surtout de cette idée qui était prévalente chez lui que un chef d'orchestre doit toujours exiger un petit peu plus que ce que les musiciens croient qu'ils sont capables de donner. Les amener à se dépasser. À se dépasser. Finalement. Toujours. Mahler est l'un des derniers romantiques. Il jette vraiment un pont vers la modernité. Je me demandais quels sont ses maîtres à Mahler. Quelles sont ses inspirations musicales les plus probantes? Il est certainement, au niveau musical, au niveau composition, au niveau structure de pensée musicale, un héritier de Beethoven, bien sûr, puis des grands symphonistes allemands de l'époque, c'est-à-dire Brahms, Schumann, Schubert. Très influencé aussi par le Théâtre de Weber, qui est un des premiers compositeurs d'opéra allemand en langue allemande. Au niveau de la formation en tant que chef, par contre, il faut savoir que dans les pays germaniques, l'Allemagne, l'Autriche en particulier, si on veut devenir chef d'orchestre, il faut d'abord travailler à l'opéra. Et il faut d'abord être pianiste pour accompagner des chanteurs, être un coach, ou ce qu'on appelle un chef de chant, pour enseigner aux chanteurs les différents rôles dans les différents opéras. Ensuite, éventuellement, assister le chef principal dans les répétitions d'orchestre et peu à peu gravir les échelons jusqu'à ce qu'on devienne un directeur de maison d'opéra. Et c'est le cheminement qu'il a fait dans les petites maisons d'opéra, parce qu'il y en a partout en Allemagne encore aujourd'hui et en Autriche, avant de, évidemment, accéder aux grandes maisons comme lui l'a fait à Vienne. En quoi le romantisme demeure actuel? Parce que finalement, c'est une musique qu'on écoute aujourd'hui et qu'on va continuer, on l'espère, d'écouter pour des générations encore. L'avantage qu'on a aujourd'hui, ce que les gens n'avaient pas d'une part, et c'était pas le goût, c'est pas ce qu'ils attendaient. Il faut savoir que au 16e siècle, les auditeurs ne voulaient entendre que de la musique de leur temps. Ouais. Aujourd'hui, avec les différents moyens de reproduction sonore, les disques, on a accès à tout ce répertoire-là. Ouais. Moi, c'est fascinant parce que je travaille avec des gens de toutes les époques, musique vocale, musique instrumentale, et la musique romantique est un des éléments, bien sûr, qu'on est intéressé à entendre. Et c'est une musique qui est quand même assez facile d'approche parce qu'elle demeure quand même assez tonale. Les structures sont pas trop dérangeantes par rapport à peut-être certaines musiques contemporaines qui viennent peut-être heurter certaines de nos sensibilités. Mais encore là, c'est une question de langage. Et le langage est toujours juxtaposé avec la vie contemporaine, avec le moment où on est. Maestro Lavigueur, le mot de la fin, je voulais souligner, vous le disiez tout à l'heure, les 40 ans donc, de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal. Peut-être mentionner que la programmation est disponible, on peut y avoir accès sur le site de l'OSJM, donc osjm.org. Et je terminerai simplement en vous remerciant de nous avoir partagé votre passion, votre intérêt pour Mahler. Et puis, merci beaucoup de votre générosité. Au plaisir de voir un de mes concerts. Tout à fait. Merci. Au revoir.